Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, comme promis, petite vidéo sur la partie psychologique. Donc aujourd'hui, c'est pas forcément moi qui vais faire que parler. Donc on est avec Cécile, qui pour le coup, on a fait sa spécialité. Donc toi, t'es coach pour le coup, et tu coaches spécifiquement justement les investisseurs et aussi les entrepreneurs pour les aider par rapport à tout ce qui peut toucher à la partie psychologique, qui est, moi je ne cesse de le répéter en fait, mais l'une des parties les plus importantes pour toute personne. Bon, nous on va plus parler en fait d'investissement aujourd'hui. On n'est pas forcément une chaîne trop orientée en fait sur la partie entrepreneuriale, mais en tout cas pour les investisseurs, c'est une des parties en fait qui est les plus importantes, qui est souvent très méconnue, même parfois un petit peu obscure. Si on parle de psychologie, on a un peu du mal à visualiser en fait ce que ça veut dire, et on va essayer un petit peu de voir ça un petit peu aujourd'hui avec toi. Donc est-ce que tu peux te présenter rapidement ton parcours, d'où tu viens un petit peu, juste pour un petit peu essayer de comprendre tout ça. Oui, tout à fait. Donc moi je suis coach professionnel, comme tu l'as dit, vraiment spécialisé pour les entrepreneurs et les investisseurs. Pour tout ce qui est formation, j'ai fait des formations de coaching, mais aussi des formations sur tout ce qui est communication non violente, programmation neurolinguistique, voice dialogue, analyse transactionnelle, tout un tas en fait de sujets spécifiques qui vont en fait vraiment amener des choses très précises pour certains sujets finalement. Donc Okay. Dans les accompagnements que je fais, ça va pas être un outil que je vais développer, mais vraiment en fonction de ce qui est demandé, et ben quel outil va le mieux matcher avec la personne. Donc, comme je l'ai dit, on est vraiment tourné investisseurs et entrepreneurs. Et là, pour le sujet qui nous intéresse, donc les investisseurs, c'est des personnes qui se posent en général des questions sur comment faire au niveau de leurs objectifs financiers pour faire croître leur capital, leur patrimoine, etc. Mais aussi beaucoup sur des objectifs plus personnels, type sens de la vie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai réussi à mettre en place des systèmes qui m'ont permis d'avoir 1 ou plusieurs millions, et je me retrouve à me dire, je me sens quand même assez seule, il n'y a pas forcément de sens dans ma vie. Donc voilà les sujets, c'est et financier et personnel, finalement. Okay. C'est des personnes qui investissent en général entre 10 et 20 cas par an dans leur coaching, et qui se posent des questions sur comment vraiment amener de la performance dans mon travail, et comment aussi trouver un équilibre de vie, me sentir bien finalement, quel sens je donne à ma vie, ça y est, j'ai atteint mes objectifs financiers, et comment j'arrive à avancer là-dessus. Voilà. Ok, donc c'est vraiment pas que uniquement pour la partie, on va dire, investisseur, mais c'est surtout tout ce qui englobe au final en fait la vie en fait directement de l'investisseur, qui aussi est hyper importante, quoi. Exactement, parce que tout est lié. C'est vraiment la personne avec qui je vais travailler. Parce que forcément, si demain la personne a des problèmes relationnels avec quelqu'un, ça va avoir un impact sur son trading. Parce que sa tête, elle sera plus libre, que de ce fait, elle sera peut-être plus irritable, et de ce fait, plus d'erreurs. Ok, ça marche. Donc c'est vrai que c'est toujours un petit peu abstrait en fait quand on parle de ces choses-là. En tout cas, si c'était le cas pour moi. Donc grosso modo, il y a la théorie sur tout ce qui touche au biais psychologique. Toutes les théories classiques en fait par rapport aux investisseurs, principalement en fait dans les cryptos, mais on retrouve les mêmes types de comportements en fait même dans les marchés traditionnels. Tout ce qui va être par exemple le FOMO avec le fear of missing out, ou les choses comme ça. Ça c'est purement de la théorie. Je pense que la théorie elle est bien, mais c'est vrai que juste dire à une personne tiens, faut pas faire ci, faut pas faire ça, c'est bien, on va dire, en théorie, mais en réalité, en pratique, moi, je me suis rendu compte d'une chose, c'est qu'en fait, ils ne le font pas. On a beau, en fait, dire aux personnes, faut pas faire ci, faut pas faire ça, faut pas acheter, en fait, sur des points hauts, faut acheter, en fait, sur des points bas, faut acheter sur des moments où, justement, la peur va être, par exemple, au maximum. Et toutes ces choses-là, je me rends compte quand même que ça a l'air d'être extrêmement difficile pour une personne qui a pas forcément beaucoup d'expérience de l'appliquer. Et donc, justement, on va un petit peu parler d'une autre face en fait sur laquelle toi tu vas travailler, justement pour essayer à ce que ces personnes vraiment ils ne fassent pas en fait ces erreurs là, quoi. Donc c'est quoi un petit peu, on va dire, cette part qui paraît toujours un petit peu obscure, tu vois? Oui, tout à fait. En fait,
des fois, juste la théorie peut aider parce qu'il y a des déclics sur le FOMO, etc., qui permettent de mettre en place des choses. Et des fois, effectivement, comme tu dis, et souvent, ça ne se concrétise pas. C'est-à-dire que théoriquement, rationnellement, c'est entendable. Oui, c'est logique. Je devrais faire ça. Et en même temps, il y a quelque chose de plus fort que moi qui fait que, j'arrive pas à mettre en place ces systèmes, j'arrive pas à mettre en place ma discipline. Je fais toujours les mêmes erreurs, le FOMO, le revenge trading, enfin, tous ces éléments-là, finalement. Et c'est comme si, à l'intérieur de soi, on avait comme deux parts. Une partie rationnelle, comme on vient de le dire, qui est capable de dire, bah oui, c'est entendable, c'est logique. En général, c'est cette partie-là qui crée le plan de trading. Bah voilà, sur un mois, un an, etc., c'est quoi mon plan? Et une partie plus émotionnelle. Et celle-là, on a tendance à la mettre de côté, à lui dire, finalement, tais-toi, reste dans la cave. C'est-à-dire, je veux pas que tu sois là, etc. Et au lieu d'accueillir ce qui se passe, on la contraint et on lui dit retourne dans la cave, je veux pas t'entendre. Le problème, c'est que cette part-là, plus on va l'enfermer, plus elle va prendre de place. Et c'est pour ça qu'on se retrouve à dire j'ai pas réussi à me contrôler cette fois-ci, c'était plus fort que moi. Et qu'on refait encore et encore ces mêmes erreurs. Ok. C'est vrai que même moi, en fait, quand là maintenant j'y repense, quand tu parles de ça, c'est vrai que même moi, j'ai été même parfois amené à conseiller des personnes de essayer en fait de lutter justement contre ça en mettant des règles. Par exemple, tu vois, tu mets des règles extrêmement strictes ou même limite, tu fais intervenir en fait une autre personne limite pour t'empêcher en fait de faire des choses que tu sais qu'il faut pas faire, mais que tu vas quand même être amené, on va dire, à faire. Et au final, j'imagine que ça c'est pas forcément une très très bonne solution, quoi, parce que ça fait juste que contenir en fait le problème sans essayer de réellement le comprendre et le contrôler au final, parce que je pense que le but c'est surtout de le contrôler et pas de le supprimer, quoi. Tu as un objectif court terme, tu as un objectif long terme. C'est-à-dire que ces éléments d'hyper-contrôle peuvent vraiment amener des résultats sur le court terme. C'est-à-dire que le fait que ça soit ton pote qui t'appelle à ce moment-là ou que toi t'es mis vraiment en plan t'es très strict, sur le court terme, oui, pour une fois, ça peut marcher, etc. Mais c'est pas quelque chose qui va s'implémenter sur le long terme. Alors que si tu comprends qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi et que tu arrives justement à reprendre la main là-dessus, là, c'est quelque chose que tu pourras vraiment lisser, atténuer et avoir un comportement différent à la place de celui-ci. Ok. Et est-ce que cette part-là, c'est quelque chose que tout le monde... Bon, je suppose que oui, en fait, j'y réponds tout seul, mais ça paraît évident. Mais est-ce que justement, là, à des degrés qui peuvent être vraiment très différents, quoi? Exactement. C'est comme tous les domaines. C'est-à-dire, on n'est pas égaux face à nos capacités. On peut être très bon en maths, très mauvais en anglais, je sais pas quoi. Et là, sur tout ce qui est gestion émotionnelle, c'est pareil. Il y a des personnes pour lesquelles, il y a vraiment une facilité et ils le font naturellement, cet accueil et cette capacité finalement à rassurer cette part émotionnelle pour aller de l'avant. Et il y a des personnes pour lesquelles, non, c'est pas accessible pour elles parce que leur propre système en fait se protège contre tout ça. Donc du coup, c'est très difficile de se gérer émotionnellement. Ok. Et est-ce que ça peut aussi être quelque chose qui se manifeste, par exemple, plus tard? Parce que moi, ça m'est déjà arrivé des personnes qui me disent non, mais là, j'ai absolument aucun problème pour gérer mes émotions. C'est des personnes qui ont commencé un petit peu à investir, etc. Mais est-ce que c'est aussi peut-être quelque chose qui va se réveiller plus tard? Et je pense notamment en fonction de l'évolution du capital qui va être sous gestion, qui va entraîner en fait peut-être des conséquences supplémentaires si jamais on fait des conneries, quoi, entre guillemets. Oui. Alors, deux choses par rapport à ce que tu viens de dire. Effectivement, ça peut être en fonction du stimulus. C'est-à-dire se dire que, la somme qu'on investit va faire en sorte que, là, tout d'un coup, il y a du risque et ça va stimuler toute cette partie émotionnelle. Peut-être qu'on était à 10K, 20K, c'était OK. Là, maintenant, on traite des millions, c'est plus OK. Donc là, il y a peut-être ça, effectivement, qui va faire qu'il y a des choses qui arrivent plus tard. Autre chose, pour les personnes qui disent justement, moi, j'ai pas de problème émotionnel, attention à ce que ça soit pas une protection. Et de se dire, non, mais moi, j'ai pas de soucis. Moi, j'ai aucun problème. OK. Des fois, c'est ça, mais des fois, c'est une protection pour justement de se dire, j'ai trop peur d'aller voir ce qu'il y a derrière. Ok, donc en fait, c'est vrai que la limite, j'ai envie de dire que la surconfiance en soi, bon, de toute façon, ça, on le sait en trading, normalement, c'est à proscrire, parce que c'est pas forcément des choses qui vont bien finir en général, mais c'est vrai que ça doit faire partie effectivement d'une protection, de vouloir se convaincre que tout va bien, mais en réalité, peut-être pas tant que ça.
Ok. Et donc, bon, très bien. Ok, bon, cette part-là, on va dire que tout le monde l'a. Mais la question essentielle, c'est en fait, qu'est-ce qu'elle veut au final et pourquoi est-ce qu'elle est là, quoi. Parce que bon, mine de rien, là, dit comme ça, elle est plus, on va dire, contraignante que autre chose, quoi. Tout à fait. Euh, Toutes les parts émotionnelles, enfin toutes les émotions ont une mission, en fait, pour nous, c'est de délivrer un message. Le but de l'organisme, c'est de faire en sorte qu'il soit dans un état où il se sente bien, qu'il aille vers la joie, vers le bien-être, etc. Et notre Ok. système, pour nous protéger, va nous envoyer des messages via les émotions pour nous dire, attention, là, on dévie de cet objectif-là, on n'est pas dans un espace, dans un environnement où c'est sécure, où on peut vivre du plaisir et de la joie. Ok. Et de ce fait, les parts émotionnelles vont faire ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si on a peur, souvent, la peur principale, c'est la peur de perdre. Et Mhm. la peur de perdre va souvent nous ramener à quelque chose de dangereux. Et du coup, l'émotion va dire, attention, là, il y a un danger, attention, là, il y a un risque. Ok. Sauf que si on l'écoute pas, si on lui dit juste rationnellement, non, non, tais-toi, retourne dans la cave, elle, tant qu'elle n'a pas délivré son message, elle va continuer à taper à la porte. Ouais, d'accord. Au moment même où, si on prend l'image d'une voiture, par exemple, c'est elle qui va prendre le volant. Et c'est encore une fois dans Ok. ces moments-là où on dit, ah, j'ai pas réussi à me contrôler, etc. Parce que comme il n'y a pas eu Ok. d'écoute, c'est elle qui a pris le lead. Tout ça parce que Ok. elle s'est pas sentie en sécurité et qu'elle pense qu'il y a un risque pour l'organisme à un moment donné. D'accord. Donc Ok. voilà, Ok. sa Ouais, non, mission. ouais, c'est intéressant. En tout cas, c'est sûr que oui, c'est des. De toute façon, à chaque fois, de toute façon, qu'il y a une réaction, il y a forcément un truc derrière. Ouais, effectivement, c'est soit la peur, soit l'euphorie, l'adrénaline. Également, en fait, quand on parle de gagner en fait de l'argent et parfois beaucoup d'argent assez rapidement, je pense qu'en fait les deux au final vont se rejoindre. Et c'est marrant parce que c'est dans n'importe quelle condition de marché. On peut aussi avoir peur en fait de rater en fait le trade, c'est en train de partir, t'es pas dedans, donc là t'es un petit peu voilà en train de te faire peur par rapport à ça, de rentrer au mauvais moment ou inversement, effectivement les marchés sont en train de tomber, t'es encore dedans et là pour le coup il faut bon voilà il faut serrer les dents si on veut résister, mais effectivement on va essayer de nous rappeler systématiquement que ça fait mal quoi tu vois. Ok. Oui, et c'est là où c'est intéressant parce que plus on connaît sa part émotionnelle, plus on arrive à avoir finalement de l'accueil, de la maîtrise. Et quand je dis de la maîtrise, c'est vraiment faire en sorte de la rassurer. Et bien plus la Ok. part rationnelle sera capable de tenir le volant de la voiture. Et là, tu vois, avoir cette capacité de dire finalement c'est des stats, je sais que je vais perdre autant, mais l'important c'est que Mhm. finalement le résultat soit positif. Je sais que là c'est le meilleur moment a priori pour sortir, etc. Et ça, cette partie rationnelle qui est finalement une partie sans émotion, est capable de le faire sans problème. Ok. Donc le but, c'est de se dire que comment faire en sorte de rassurer cette part émotionnelle pour qu'en trading, ça soit vraiment la part rationnelle qui ait toute la place. Ok. Et aussi sur ce que Euh, tu disais tout à l'heure par rapport à l'euphorie, souvent mhm. l'euphorie est une peur dissimulée. C'est-à-dire qu'en Ah vrai, ok. on est content, on veut gagner plus, mais pourquoi? Parce qu'on a peur de se dire que je risque de ne pas gagner ça. Et il y a ce côté un peu greedy à l'intérieur. Et en fait, Mhm. cette part d'euphorie cache souvent plus une peur que vraiment juste de la joie. Ok. Parce que dans la joie, il y a Ok. un état de contentement où il n'y a pas forcément besoin de plus, tu vois. Et là, le fait de se Ouais, dire, ouais, oh d'accord. là, c'est génial, j'en veux plus, généralement, c'est parce qu'on a peur de pas gagner ce qu'on pourrait gagner finalement par rapport à cette montée ou autre. Ok, ok. Ouais, non, ok, ça, c'est, ouais, non, effectivement, en fait, si on creuse, au final, on revient toujours Mm. au même truc, c'est forcément, c'est toujours la peur, quoi, au final. Euh, Souvent, la peur ok, s'associe parce que ça ok. vient nous ramener à des traumatismes aussi. C'est-à-dire que Ouais. les peurs qui sont soulevées, finalement, nous ramènent à notre histoire, à des choses qu'on a vécues. Et de ce fait, le système veut surtout pas revivre ces traumas qui ont été créés. Et la volatilité dans les cryptos, notamment, Hmm. ça rappelle des choses profondes finalement. Et de ce fait, tout de suite, paf, on écrase parce que on n'a pas envie de revivre cette tristesse. Ou si on a vécu du manque quand on était plus Ok. jeune, par exemple, et le fait de perdre, ça peut nous ramener au fait de se dire, j'ai été dans une période où j'ai pas eu assez, où j'ai souffert de ça. Et donc, pour nous protéger de ça, elle va venir en disant, attention, danger, là, tu ne fais pas ci, tu ne fais pas ça, ou il y a un risque à ceci, il y a un risque à cela. Ok, mais ça, ce qui est en plus assez intéressant, c'est que j'imagine que c'est vraiment en général, quand on fait ça, on s'en rend pas compte, quoi. C'est-à-dire qu'on peut pas se même imaginer que ce qu'on a eu n'importe quel événement en fait dans le passé qui aurait pu en fait nous traumatiser, ça se trouve on l'a un petit peu oublié, mais en fait en réalité il revient sans même qu'on puisse s'en rendre compte, quoi.
C'est exactement Donc ça. La majorité du temps, avec les personnes avec qui je travaille, c'est quand ils font le lien, ils disent waouh, ok, je me doutais pas que c'était ça qui pouvait euh, induire ce type de comportement. Et une fois que c'est mis sous le plan de la conscience, finalement, que c'est plus dans l'inconscient, eh ben on peut travailler dessus, réparer cet élément-là, et du coup, c'est plus quelque chose qui est gênant pour la suite. Donc il y a aussi une ok. réparation des traumas qui fait que, eh ben c'est plus un élastique qui vient à chaque fois, paf, paf, Mhm. nous ramener en arrière et faire Ok. revivre ces éléments-là. Ok, ah, non, hyper intéressant. Une autre question que j'aurais effectivement sur des comportements que moi j'ai pu remarquer, Mhm. c'est, je sais pas si ça va te parler, c'est ce que j'appelle le tribalisme. C'est le fait de devenir complètement, allez, je dirais pas fanatique, on va pas abuser, mais en tout cas obsédé en fait par que ce soit une crypto ou une action en particulier, ce qui peut nous faire des choses, mais complètement délirantes quoi. Donc ça également, je sais pas si ça peut également rentrer en fait euh, dans cette part émotionnelle là en fait. Alors, est-ce que tu peux me donner un exemple pour que je puisse répondre à ça? Ça peut être des groupes, tu vois. Il y a aujourd'hui, c'est très simple de créer en fait des sortes de groupes, de communautés qui vont complètement être fanatiques en fait d'un projet ou d'une entreprise. On pourrait prendre Tesla par exemple en particulier, qui est très apprécié. On pourrait prendre également donc des projets crypto sur lesquels tu as des énormes communautés en fait qui se sont développées et qui vont défendre corps et âme, on va dire, leur projet, et peu importe ce qui arrive, quoi, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que même si le projet il s'effondre, ils vont quand même être Ouais. là pour essayer en fait de le défendre, et ils vont même être là pour encore investir dedans. Ils sont dans un état en fait de déni complet par Ok. rapport au Mhm. final à la réalité. Et donc voilà, je sais pas en tout cas si ça également ça Complètement. peut on va dire en faire partie quoi. Complètement. Et là aussi, il y a encore deux choses qui me viennent. En fait, dans le type de comportement, il y a cette notion, tu as dit, enfin, de tribu, de communauté. Hmm. C'est aussi quelque chose qui va nous pousser des fois, si on manque de confiance en soi, on va avoir tendance à écouter un gourou, écouter ce que va dire le groupe, parce que comme on n'a pas la confiance à l'intérieur, on va la chercher dehors. Ouais. Donc il y a cette notion de se dire, ben effectivement, si lui dit ça, ben je vais faire pareil parce qu'il a raison, etc. Donc c'est comment redévelopper la confiance finalement pour laisser sa part rationnelle, comme d'habitude, finalement faire le travail. Donc ça, c'est Ok. un premier élément. Le deuxième, ce côté fanatisme et finalement se mettre des œillères, ben c'est pareil, c'est pareil, c'est que le système va se dire, ok, il y a trop de risques à me dire que j'ai pu avoir tort à un moment donné, et de ce fait, c'est plus sécure pour moi de me dire que ce projet-là, eh ben, il va cartonner. Et je me mets dans une Hmm. sorte de déni pour me protéger émotionnellement. Ok. Ouais, non, c'est vrai que ça a du Et, sens là, effectivement. et oui. Et c'est comment, du coup, après, ben, quand il y a cette notion de fanatisme, comme tu dis, avoir ce déclic qui nous permet de prendre du recul. Parce que là, là où c'est délicat, c'est que le système le fait finalement pour nous protéger. C'est-à-dire que nous, on n'a même plus accès à ça. Et là, ça sera que via un contact extérieur, par des effets de miroir, par des questionnements, par des interactions, qu'on va pouvoir se rendre compte de qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Et c'est là où Ok. des fois le travail seul peut amener justement à avancer, cette connaissance de cette part émotionnelle, etc. Il y a certains cas où c'est pas possible parce que notre système nous protège de nous-mêmes, en fait. Et du coup, là, c'est Ok. plus accessible. On est des êtres Et donc, sociaux ouais. et ce côté de miroir répondant est essentiel et des fois vraiment indispensable pour certains cas finalement. Ok. Ouais, non, c'est intéressant en tout cas ce que tu dis parce que c'est vrai que même moi, des fois, j'ai essayé en fait de comprendre un petit peu ces phénomènes-là et d'essayer même, tu vois, d'expliquer de manière objective pourquoi est-ce que il faudrait pas, enfin, il faut pas penser comme ça, tu vois. Mais en fait, un petit peu comme tu dis, j'ai l'impression que c'est un petit peu c'est tiré, on va dire, dans l'eau, quoi. En gros, ça sert à rien, quoi. Parce qu'en fait, c'est vraiment une aide directe d'une personne et peut-être même d'une personne en qui ils auraient peut-être confiance, qui pourrait peut-être, on va dire, les aider en fait d'une certaine manière, quoi. Tout à fait. Mm. Ok, donc ouais, en tout cas, non, ça, c'est assez intéressant. Et même, j'ai envie de dire que Non, parfois, non, vas-y, vas-y. oui, le premier élément qui me vient déjà, c'est que quand il y a une forme d'émotion qui soit présente, la première étape, c'est être conscient et accepter que cette émotion soit là.
Si à un moment Ouais. donné je sens que j'ai peur, si à un moment donné je sens que je suis triste, si à un moment donné il y a quelque chose qui s'anime à l'intérieur, ou si à un moment donné je sens un truc dans mon corps, c'est-à-dire que je sais pas encore ce que c'est, parce que aussi définir l'émotion c'est pas toujours évident pour tout le monde. Si à un moment donné je Ok. sens que dans mon estomac il y a un truc qui est un peu dur, ou c'est un peu serré, et ben déjà rien que se dire ok, là ça je l'observe et c'est comme ça. Ça permet au système de Ok. dire ok, j'ai entendu et je suis en observation de ce qui se passe et ça apaise un peu. Après, deuxième Ok. étape, c'est qu'est-ce que c'est? Ok, je sens que j'ai peur, je sens que ceci. Parce que c'est comme pour un examen, quand t'es stressé, si tu dis non, non, je suis pas Mhm. stressé, non, non, je suis pas stressé, et ben en réalité, ça va faire augmenter le stress. Par contre, si tu Mhm. acceptes que le stress, il est présent et que c'est parce qu'il y a un objectif qui est important pour toi, déjà tu reconnais, et là, ça permet déjà d'apaiser quelque chose. Ça le résout pas, Ok. parce qu'on n'a toujours pas compris qu'est-ce qu'il faisait, on n'a pas mis en place une action pour répondre finalement à cet état de stress. La première étape, c'est Mhm. reconnaître. Première étape, c'est Ok. reconnaître. Ouais, l'acceptation, ça c'est clair que voilà, première étape, ne pas être dans le déni et croire que pour le coup que tout va bien quand au final c'est pas forcément le cas. C'est qu'il Dans y le a déni ou dans les et luttes. ouais, et il y a aussi des comportements. Je pense que c'est pareil, c'est de défense, d'agressivité. Bon, aujourd'hui ça s'est vraiment répandu en fait sur avec la démocratisation des réseaux sociaux et de l'anonymat, forcément, aujourd'hui, tu as aussi énormément d'agressivité. C'est aussi l'une des raisons pour laquelle moi, en fait, je ne suis même pas présent sur les réseaux. Parce que tout simplement, je Mm. n'ai même pas envie, en fait, d'être confronté à ça et de lutter contre ça. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est quand même enfin, en tout cas, dans l'écosystème des cryptos, c'est vraiment un défouloir, quoi. C'est assez fou, en fait, de voir à quel point est-ce que les gens, dès que tu dis un truc qui vont pas forcément leur plaire, leur dire que tel projet est pas forcément hyper intéressant ou d'un point de vue technique il paraît pas super intéressant, tout de suite, voilà, c'est la défense et on se défend par l'agressivité, quoi. Et ouais. Généralement, dans tout l'aspect émotionnel, comme on l'a dit, enfin, une émotion, même dans son étymologie, et émotion, c'est le mouvement vers l'extérieur. Euh, le but, c'est que ça sorte. C'est que le message, il Hum. soit passé. Pour une personne qui, Oui. dans les cryptos, est très stressée ou n'arrive pas à avoir les résultats qu'il souhaite, du coup, accumule beaucoup d'émotions, et ben, à un moment donné, c'est comme de l'eau. Si tu la contrains, il y a toujours un passage qui va se faire. Et donc, Hum. déverser toute cette agressivité, ça peut être un moyen de se soulager, finalement. De répondre à ce besoin de, eh ben, laisser sortir cette énergie. Ouais. Et donc, ça me surprend Ouais. pas ce que tu partages. Et donc, ça, j'ai envie de dire, c'est un peu écologique pour la personne parce qu'elle le fait sortir vers l'extérieur. Il y a des personnes qui Mhm. gardent cette colère, ces peurs en elles, et ça crée des ulcères, ça crée des problèmes de santé après, parce que comme ça sort Ok, pas, donc eh ben, ça se développe dans le corps. Ouais, c'est terrible. en fait limite il faudrait en fait limite il faut se lâcher, quoi. Si Ben, on veut le faire sortir, quoi. mais oui, alors du coup, de manière écologique. C'est-à-dire Hum. que pour tout ce qui est colère en général, on nous a pas appris que ben, la colère, ben, c'est comme un excrément, c'est quelque chose qui doit sortir. Et donc, il y a des espaces pour ça. Ça peut être des cahiers dans lesquels on se défoule, mais alors là, il y a nos limites. On écrit, on balance toutes les choses qui nous énervent. On peut insulter les personnes, peu importe. Hum. C'est juste pour faire sortir l'énergie. Euh, Ouais. Il y a enfin, des choses toutes simples, hurler dans un Ouais. coussin, quand on est tout seul, se défouler et dire les choses à voix haute, c'est des éléments qui permettent en fait de faire sortir cette énergie de colère. Et du Ouais, coup, c'est une ça, fois ok, que c'est donc ouais. sorti, ben, ça peut apaiser le système à l'intérieur. Ouais, c'est un peu le défouloir, quoi. C'est aussi faire du sport ou des choses comme ça, où voilà, où tu peux taper dans des sacs ou des trucs comme ça. Effectivement, c'est toujours mieux de faire ça que de taper sur des autres qui ont rien demandé pour le coup, quoi. C'est plus écologique et pour soi et pour les autres. C'est-à-dire tu fais ce que... Mais oui. Non, non, clairement, clairement. Ah, mais enfin, moi maintenant, je suis rodé, tu vois. Mais c'est vrai que quand on commence à dire un petit peu des choses, on va dire de manière publique, franchement, c'est un truc, c'est vraiment, c'est impossible de passer à côté, quoi. Tu vas forcément y passer. Après, bon, c'est plus ou moins facile à gérer, je pense aussi pour les gens. Il y en a aussi, je pense que c'est l'une des raisons pour laquelle ils ont carrément arrêté, hein, parce que franchement, à force, ça peut aussi être assez fatigant, quoi. Et c'est ça, après, c'est du coup comment se protéger par rapport à ça. Et on se rend compte, après, en développant tout ce qui est empathie, en partie pour soi, en partie pour les autres, que tous ces éléments de colère sont essentiellement le reflet de ce qui se passe pour eux. C'est-à-dire que c'est pas dirigé contre toi ou contre les autres personnes, c'est juste que ça vient euh, activer quelque chose au niveau des valeurs ou activer quelque chose au niveau des croyances, qui fait que ça met en stress et de ce fait,
ça sort. Donc c'est jamais contre la personne en réalité, c'est juste pour exprimer souvent un besoin qui est pas nourri ou quelque chose qui est mal alimenté à l'intérieur. Donc c'est une manière très maladroite de le faire. Ok. Mais en tout cas, après, en développant cette empathie, on se rend compte que c'est pas vraiment pour soi, et nous, on a tendance à le prendre pour nous, que Oui. personne partage tout ça. En tout cas, j'essaierai d'y penser. Bon, même si maintenant, franchement, en général, les gens sont quand même plutôt tranquilles, on va dire. Mais bon, en tout cas, la prochaine fois, j'y penserai quand même. Et donc justement, donc cette part-là, comment on fait, même si ça a déjà un petit peu commencé à apporter en fait des pistes en fait de réflexion, comment on fait pour essayer en fait de l'appréhender, même si, je précise, il n'y a pas en fait une solution clé en main. Comme tu l'as expliqué, ça peut dépendre de plein de choses, du passé, de ce qui s'est passé, etc. Mais qu'est-ce que tu pourras en tout cas donner comme début en tout cas de réponse pour essayer en fait d'appréhender cette part émotionnelle, quoi. Déjà, la première étape, c'est prendre conscience qu'il y a ces deux parts, qu'il y a cette part rationnelle et que cette part émotionnelle existe aussi. D'arriver au quotidien juste à se dire, ok, qu'est-ce qui est présent là? Est-ce que je suis plutôt dans l'émotion ou est-ce que je suis plutôt dans le mental? Déjà, ça permet de se dire où est-ce que je me situe et qui tient le volant de la voiture pour l'instant. Déjà, ça, c'est la première étape. Arriver un peu à identifier tout ça. La deuxième, c'est quand la part émotionnelle se présente, eh ben, c'est avoir la curiosité de se dire qu'est-ce que c'est comme type d'émotion. Quand c'est pas accessible, c'est comment je me sens dans mon corps. Est-ce que c'est tendu? Est-ce que c'est dans la tête? Est-ce que c'est dans le ventre? Est-ce que c'est chaud? Est-ce que c'est froid? Déjà, se poser la question de qu'est-ce qui est présent. L'étape d'après, c'est arriver à identifier c'est quoi l'émotion. Est-ce que j'ai peur? Est-ce que je suis agacée? Est-ce que je suis énervée? Est-ce que je me sens fébrile? Est-ce que, voilà. Qu'est-ce qui est présent? Arriver à identifier ce qui se passe. Et la troisième étape, ça va être vraiment, et souvent c'est la plus difficile, c'est questionner cette part-là. C'est-à-dire de quoi vraiment t'as peur. Et là, un appel ou un élément qui est hyper important, c'est que tout ce qui va sortir ne peut avoir aucun sens. C'est-à-dire que là, si par exemple, j'ai peur de me faire gronder. Oh, les gars, se faire gronder, les 100 ans passés, il y a personne qui va me gronder. Ça, c'est un esprit rationnel qui vient juger la partie émotionnelle. Donc là, c'est se dire, j'ai peur de me faire gronder, un truc aussi puéril finalement qu'on pourrait penser que ça. Non, c'est dire, ok, donc là, j'ai peur de me faire gronder. J'ai peur de me faire gronder par qui, par quoi? Et souvent, c'est à partir de là qu'on se rend compte qu'il y a des liens soit avec le passé, soit à des événements qu'on a vécus, etc. Et ça donne l'information sur qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, j'ai peur. Donc, peu importe ce qui sort, accueillir. Ok, donc là, j'ai peur parce que j'ai peur de perdre. Ok, j'ai peur de perdre quoi? J'ai plusieurs millions sur mon compte, je me sens pas dans la nécessité. C'est quoi que t'as peur de perdre? Ok, j'ai peur d'être dans le manque. Ok, j'ai peur d'être dans le manque parce que j'ai vécu à un moment donné quelque chose dans le manque. Bon, et là, c'est une fois qu'on a identifié ça. Par exemple, sur cet exemple-là, j'ai peur d'être dans le manque. Qu'on a identifié ça. C'est arriver à rassurer comme un enfant, finalement, comme un bon père ou une bonne mère qui rassure son enfant et expliquer, montrer ou mettre en place des choses qui permettent de rassurer cette peur. Dire, bon voilà, effectivement, je comprends que tu as peur, là il y a ça, et cet élément-là, là j'ai prévu tel élément sur le compte pour être sûr qu'on ne manquera jamais de rien, donc cet élément n'aura pas d'impact. C'est vraiment aussi rassurer, mais de manière émotionnelle, comme si on parlait à un enfant de 8 ans qui a peur dans le noir d'une araignée ou d'un truc de genre. Ouais, ok, non, c'est vrai que c'est vraiment ce travail en fait où il faut creuser. En fait, grosso modo, il faut vraiment aller chercher qu'est-ce qui provoque effectivement ce genre de choses. Bon, j'imagine que le faire soi-même, c'est pas forcément hyper évident. Bon, j'imagine que ça reste quand même possible, mais c'est pas la solution la plus facile, je suppose. Encore une fois, ça va vraiment dépendre du niveau de gestion émotionnelle de chacun. Encore une fois, on n'est pas égaux par rapport à ça. Ouais, bien sûr. Et comme notre système a créé finalement cet élément de protection pour nous protéger nous-mêmes, en général, c'est pas accessible par soi. Ouais, donc ça, c'est assez difficile. Donc des fois, on peut se poser des questions, avoir des éléments de réponse. Et c'est un peu délicat après d'aller plus loin finalement pour réparer ça. Parce que après, l'idée, c'est qu'une fois qu'on a l'élément source, c'est de réparer cet élément source pour que l'élastique, il vienne plus nous ramener là-dedans et que de ce fait, le comportement puisse évoluer. Le corps n'oublie rien dans nos traumas. C'est-à-dire que même si on n'y pense plus,
c'est toujours engrammé à l'intérieur de nos cellules. Et c'est ce qui a du coup déclenché le développement de certains comportements. Donc comme un logiciel, tant qu'on ne remet pas la mise à jour à un moment donné par rapport à ce comportement source, enfin cet élément source, eh ben, le logiciel, il va encore tourner. Et encore, et encore, et encore. Ok. Et ça, c'est Ouais, donc l'accompagnant qui j'imagine que... va vraiment aider à chercher c'est quoi l'élément source, mettre de la compréhension là-dessus et permettre de faire en sorte que cet élément n'ait plus d'impact aujourd'hui et demain. Ouais. Ok. Ouais, non, c'est Et ça, assez... En tout cas, c'est assez clair. Ouais, non, mais oui. perfectionnistes. Ah non, j'imagine que de toute façon, comme pour tout, hein, de toute façon, il n'y a rien qui peut se faire en un claquement de doigts. Euh, Comme tu l'as dit, bon, il y a des personnes qui vont avoir des facilités pour qui ce sera pas forcément très compliqué. Bon, il y a aussi des personnes qui n'ont pas eu un passif peut-être très compliqué, où il n'y a pas forcément eu de traumatisme particulier, je pense, pour qui ce sera peut-être beaucoup plus facile. Et pour d'autres, par contre, pour qui ça va être un travail qui va être beaucoup plus important. Je pense qu'une fois de plus, tu vois, je pense qu'il faut aussi accepter le fait qu'on n'est pas forcément à armes égales de base, tu vois, et que clairement, on peut dire que le monde est injuste, mais bon, j'ai envie de dire, malheureusement, c'est comme ça et on peut rien y faire, quoi, tu vois. Mais en tout cas, l'autre question que j'aurais pour toi, c'est est-ce que tout le monde peut réussir à correctement gérer ses biais psychologiques? Parce que moi, c'est que d'expérience, j'ai quand même pu suivre pas mal de personnes de par les années en fait que je suis sur YouTube et que j'ai créé en fait des formations pour investir. J'ai quand même vu vraiment cette différence entre certaines personnes qui sont là en fait depuis plusieurs années et qui ont réussi à vraiment bien s'en sortir et d'autres qui par rapport à ça, j'ai l'impression ne cessent de tout le temps refaire en fait les mêmes erreurs même avec l'expérience, tu vois, parce que on peut aussi apprendre un petit peu avec l'expérience, etc. En général, quand même, on s'améliore, tu vois. Mais je vois quand même vraiment des personnes qui font que répéter. Et c'est vraiment dommage. Et pour le coup, c'est que ça, en tout cas moi, c'est que c'est pas dans mon domaine de compétence après là de réussir à vraiment être capable de les aider. Là, j'imagine que c'est plus du tien, quoi. Pour le coup. Exactement. Donc pour répondre à la question, est-ce que tout le monde le peut? Je suis persuadée que oui, tout le monde le peut. Sauf que pour certaines personnes, ça mettra peut-être, je sais pas, 6 mois pour régler un comportement. Pour d'autres, ça mettra peut-être 3 ans. Ouais. Donc ça va dépendre aussi de l'intensité vécue du traumatisme, parce que une claque, par exemple, ou même un mot dit de travers, peut être vécu comme un traumatisme très profond. C'est pas Ah forcément oui. l'intensité perçue par les autres, c'est comment nous on le perçoit. Le traumatisme, c'est vraiment ça. Donc il y a aussi Ok. cet élément-là par rapport à ce qu'on a pu vivre, et, et donc des personnes qui vont avoir des choses qui sont peut-être plus sensibles émotionnelles et qui seront très marquées, qui vont donc, comme tu dis, reproduire encore et encore les mêmes erreurs, ben oui, elles vont pouvoir sortir de ça. Ça prendra juste peut-être plus de temps pour arriver à mettre de la constance et à rassurer ces parts qui finalement sont inquiètes et qui de ce fait dévient le système rationnel. Ok. Et donc aussi pour revenir un petit peu à ce que tu disais, il y a un petit moment, c'était plus vers le début, il y a aussi en fait l'environnement. C'est-à-dire que déjà, si on n'est pas dans un environnement propice à faire ça en fait dans les bonnes conditions, bah, peut-être qu'il faut aussi déjà travailler sur l'environnement pour après essayer de passer au reste. Parce que tu vois, si tu as je sais pas moi, des problèmes familiales ou des trucs comme ça qui vont venir forcément te perturber, bon, j'ai envie déjà, je pense qu'il faut d'abord régler en fait ces problèmes-là, se remettre un petit peu dans une situation plus stable et moins stressante, et ensuite se concentrer voilà sur la partie investissement, trading ou autre quoi. C'est un tout, exactement. C'est-à-dire que peut-être que ces problèmes familiaux vont avoir un impact parce que ça va t'irriter, ça va générer de la tension et du coup tu seras moins apte à mettre la partie rationnelle aux commandes. Peut-être que ça l'aura pas. Donc Mmh. ça va vraiment dépendre. Là, c'est du cas par cas. C'est quels sont les éléments qui peuvent stimuler, déclencher cette partie émotionnelle qui prend de la place pendant que tu fais du trading. Ok. Et Non, effectivement, l'environnement a un très gros impact en général. Quand je vois les gens avec qui je travaille, les problèmes relationnels, ça a un très très fort impact sur vraiment cette ok. capacité à trader. Il y a
Il y a aussi même l'environnement financier sur des gens qui ont moins de moyens, par exemple. Il y a Mhm. un énorme enjeu et du coup la peur de perdre beaucoup, etc. C'est moins les gens avec qui je travaille, mais j'ai travaillé aussi avec eux. Donc ça aussi, ça va avoir un impact sur comment ils vont faire leur Ouais, trading et à ouais. qui ils vont prendre des risques. Des fois, ça amène à du revenge trading ou vraiment des choses où ils vont prendre encore plus de risques. Donc oui, l'environnement a vraiment un rôle essentiel sur comment on se sent finalement et de ce fait, plus on va être détendu et on se sentir bien au quotidien, plus on aura de facilité à switcher sur cette part rationnelle quand on fait son trading. Ouais, c'est vrai que ça, c'est aussi un truc Switcher que moi j'ai vu, émotionnel. hein. Pardon. Non, j'ai pas entendu. Quoi? J'ai dit, et pour switcher, il faut pouvoir Ok. rassurer la part émotionnelle. Ok. Oui, oui, non, c'est vrai que ça, c'est un truc que moi j'ai quand même essayé de vraiment bien cadrer dès le début, notamment Mm. dans toute la partie formation, même sur YouTube, vraiment. Euh, Déjà d'une, ne jamais avoir de pression, surtout pas financière. Là, je pense que c'est vraiment le pire des choses, la pression financière et en plus tu investis à côté. Là, c'est vraiment le combo gagnant pour vraiment te foutre en l'air et cramer le peu de capital qu'on a, tu vois. Donc ça c'est vrai que ça c'est vraiment, je pense que ça reste quand même des trucs qu'on peut vraiment comprendre pour le coup. Mais en tout cas, c'est vrai que l'environnement, il est hyper important, quoi. Et ne surtout pas prendre ce marché-là comme pour le coup en fait du casino ou je ne sais quoi, où on se dit c'est bon, c'est qui tout double, je rentre là-dedans, j'ai des problèmes financiers, donc c'est soit ça me les résout, soit bah, je suis encore plus dans la merde, mais c'est pas grave, quoi, tu vois. C'est que ça, en tout cas, nous, on ne peut faire que, on va dire, en dissuader au maximum quoi les gens, quoi. Et ça, justement, ça donne une indication sur qui est au volant de la voiture. À partir du moment où tu es en mode casino, Hum, c'est pas la partie rationnelle. La partie rationnelle, elle fait ses stats, elle établit son plan. Dès qu'on est en mode joueur, c'est la partie émotionnelle qui a pris la place et qui est au volant de la voiture. ok. Voilà. Après, là, on retrouve peut-être aussi les mêmes problématiques que vont avoir les personnes qui sont accros ben, au Ouais, jeu en règle générale, quoi. Euh, ouais. ok. Écoute, en tout cas, c'est pas mal, c'est pas mal clair. Est-ce qu'il y aurait peut-être des livres, des ressources ou des choses euh, qui pourraient aider, peut-être pas en se formant, on va dire, sur ça. Après, le but, c'est pas de devenir un expert. Je pense qu'il n'y a pas besoin, en plus, de devenir un expert, en fait, dans ce domaine-là, pour réussir à passer outre. Mais en tout cas, est-ce qu'il y aurait peut-être des choses qui pourraient aider un petit peu, même si, comme on l'a expliqué, ça allait pas être, c'est pas aussi simple que ça, quoi. Oui, tout à fait. Alors, j'ai pas d'ouvrages qui sont vraiment spécifiques pour le trading, sur tout ce qui est cette gestion émotionnelle comme je vous l'ai présenté. Par contre, pour Mhm, tout ce qui est développement personnel, pour être capable de reconnaître ses émotions, aller chercher ses besoins et mettre en place des stratégies pour y répondre, il y a un outil qui est mhm. fabuleux pour ça, qui s'appelle la communication non violente. Ok, Et un ouvrage, c'est Les mots sont des fenêtres ou bien ce sont des murs de Marshall B. Rosenberg, qui est très très ok, bien, qui permet déjà de parler un petit peu de tout ça et d'en faire des notions plus accessibles. Donc déjà, ça ok, peut être un élément de démarrage. Je crois que ok, je vais ok. le faire. Tiens, regarde, ce bouquin-là, Ah, là. tu l'as sous la main. Ok. Un Ok, bon bouquin. ok. Bah écoute, je pense que je vais le lire, hein, je vais le lire, hein. Ouais. Juste par curiosité pour le coup, mais en tout cas, parce que moi, j'ai lu des livres en fait, pour le coup, sur les biais psychologiques, mais qui n'ont jamais abordé les notions en fait que tu viens Mm. de décrire en fait. C'est ce que je disais un petit peu au début, c'est purement théorique, c'est voilà, en gros, voilà en fait la liste de tous les biais psychologiques qui existent. En gros, les faites pas. Tu vois ça. Je grossis un petit peu, mais c'est un peu ça, on va dire, dans la plupart des livres que moi j'ai pu lire. C'est voilà, on Mm. te dit ce que les gens font, on te dit ce qu'il faut pas faire, mais on te dit pas pourquoi tu les fais en fait, au final. Euh, et c'est vrai que ça aide un peu pour se rendre compte, tu vois, de ce que tu fais. Mais bon, en général, tu te rends compte que c'est pas forcément bien ce que tu fais. Ouais. Mais c'est vrai que ça aide pas tant que ça. C'est que même moi, j'ai eu du mal à trouver pour le coup, mais je pense que je devais pas chercher au bon endroit des livres, parce que c'est vrai que je pense qu'il n'en existe pas qui abordent ce type de sujet-là, qui sont peut-être spécifiques au trading, enfin pas ou en tout cas pas à ma connaissance quoi.
Ouais. Là où c'est délicat, effectivement, c'est que pour arriver à trouver des ouvrages spécifiques en trading qui permettent à parler à un grand nombre de personnes, c'est délicat parce que ben voilà, c'est très personnel, c'est par rapport à nos expériences, Ouais. par rapport au passif. Donc c'est vrai que c'est un peu délicat, encore une fois, de trouver des ouvrages de ce type-là. L'inconvénient du côté bon ben voilà, j'étale tous les biais et après débrouille-toi un peu avec ça, c'est que ça peut mettre des conflits à l'intérieur entre cette part rationnelle qui va dire tu vois, il faut pas que tu fasses ça à la part émotionnelle et lui dire retourne encore plus dans la table. Et Ok. souvent ben, court-termiste, ça peut fonctionner des fois parce que ben Mhm. tu contrains une énergie à l'intérieur, donc elle va se contraindre le temps qu'elle puisse se contraindre. Et puis après, ben, comme l'eau, elle va créer des petits filaments où ça va sortir à droite, à gauche, jusqu'à réouvrir Ouais. le barrage. Et là, il y a tout qui s'écoule. Tout qui va Et, exploser. mais ouais. Et pour le bouquin là que j'ai conseillé, donc à aucun moment on parle de trading. C'est Mhm. vraiment des éléments de développement personnel. Et toute cette première partie finalement d'auto-empathie, ça va être extrêmement intéressant, comme j'ai dit, pour arriver à identifier, comprendre et avoir une action sur nos émotions. Et après, c'est ben, par rapport à chacun, par rapport à ce qui se passe. Et ben, quand je suis en revenge trading, c'est l'observation. Quand il y a tel stimulus, ben, moi, je sens que j'ai peur, donc je réagis comme ça. Finalement, c'est pour nourrir quel besoin. Et puis, du coup, ça va donner une trame pour commencer à aller chercher qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Et ça peut être un premier élément pour ben, mettre de la Ok. clarté et mettre en place des choses qui pourront aider. Ok. Écoute, en tout cas, hyper intéressant. Hyper intéressant. Bah écoute, sur le mot de la fin, qu'est-ce que tu pourrais conseiller? Bon, même si tu as déjà en vrai donné, je pense, pas mal de d'indications. Là aujourd'hui, en fait, on est quand même dans une phase de marché plutôt baissière, où clairement le moral. Et là, je parle d'un point de vue global, parce que dans les cryptos, les cycles sont un peu plus accélérés. On a des phases où les gens ils sont très pessimistes, mais en règle générale, ça touche pas forcément l'économie réelle. Bon, aujourd'hui, on est quand même dans un environnement extrêmement pessimiste. Alors, même si j'ai toujours l'impression qu'il l'est toujours plus ou moins, là, j'ai quand même l'impression qu'on est encore à un niveau au-dessus. Tu vois. Mm. Euh, et mine de rien, ça reste quand même vecteur, à mon sens, d'opportunités. Parce que justement, on va avoir énormément de personnes qui vont être très pessimistes, donc qui vont pas investir, qui vont même plutôt vendre, et qui vont être vecteurs en fait d'opportunités pour ceux qui vont être capables de les voir et d'être suffisamment patients. Donc, qu'est-ce que tu pourrais donner en fait justement comme conseil mais pour ces personnes-là qui veulent justement profiter en fait de ce qui pourrait arriver. Tu vois, s'il y en a encore, je sais pas, un crack de marché ou j'en sais rien, enfin, peu importe, pour ensuite être capable aussi de profiter en fait d'un futur cycle haussier. Mm. Je dirais, c'est vraiment avoir au plus tôt cette curiosité de ce qui se passe à l'intérieur. Parce que plus vite on se comprend, plus vite on a la main dessus, et plus vite du coup on pourra mettre en place des choses qui sont performantes. C'est-à-dire que comme tu dis, être capable d'acheter dans des moments où c'est pertinent pour faire finalement croître son patrimoine, et ben si on sent que le stress est présent, etc., on risque Mm. de s'empêcher de vivre ces moments-là. Donc plus tôt on a cette connaissance sur qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, plus vite on peut avoir de la maîtrise dessus parce qu'on peut rassurer le système. Ok. Et Ah de ouais, ce fait, effectivement. Donc on procrastine pas à ce sujet, à se dire on verra ça plus tard quand il y aura un bull market, parce qu'en réalité, comme pour tout, en réalité, c'est pas quand le marché est reparti à la hausse en fait qu'il faut commencer à se réveiller. Bon, malheureusement, c'est un peu ce que font les gens, on se le cache pas. Quand ça baisse, il y a quasiment plus personne, et c'est quand ça remonte que ça réattire les gens. Mais malheureusement pour eux, bah, ils arrivent trop tard. Voilà, ils arrivent trop tard parce que c'est maintenant effectivement que le travail se fait, autant d'un point de vue psychologique, mais que même sur les stratégies en fait d'investissement. Tout doit être plus ou moins prévu à l'avance. Et c'est pas en fait quand il y a un crack qui arrive que tiens on se réveille, on se dit tiens où est-ce que je vais investir. Bah non, ça marche pas comme ça. Il faut que tout soit bien prévu à l'avance pour être capable de passer à l'action le jour J. Euh, Écoute, en tout cas merci. Je pense que c'était hyper intéressant. C'est pas les sujets qui sont les plus abordés malheureusement, parce que franchement ça reste hyper important. Et pour être honnête, je pense que même moi j'aurais bien aimé
avoir une vidéo comme ça il y a 5 ou 6 ans quand j'ai commencé en fait dans l'investissement, je pense que ça aurait quand même pu m'aider d'une certaine manière, parce que moi je suis plus passé en mode je suis passé par des étapes où c'était un peu compliqué, où effectivement en tout cas avec le recul, je me rends compte un petit peu, tu vois, de tout ce qui a pu se passer, même si moi, voilà, par chance ou parce que j'ai pas forcément peut-être eu une enfance très compliquée, c'est vrai que j'ai pas eu trop de soucis, on va dire, à passer quand même des étapes. Mais c'est vrai que franchement, mine de rien, s'il faudrait refaire, je pense qu'il y aurait quand même de quoi refaire pour éviter beaucoup de choses. Ça peut accélérer, effectivement. Et peut-être une dernière chose aussi par rapport à ce que tu viens de partager pour le retour, c'est avoir beaucoup de bienveillance envers soi-même. C'est-à-dire que si on loupe quelque chose, eh ben, c'est pas se flageller, etc. C'est accepter que ça c'est présent et essayer d'avoir au maximum de la bienveillance envers soi-même, que peu importe le cycle, il y a toujours des opportunités, que si on rate celle-là, eh ben, il y en aura encore une demain. Donc vraiment, essayer au maximum d'être en bienveillance avec soi-même, parce que à partir du moment où on a ce critique intérieur, ce juge qui nous dit c'est pas bien, etc., c'est qu'il y a un conflit à l'intérieur et ça contraint une énergie et ça amène en général l'effet inverse. Donc peut-être la dernière chose, c'est ça, c'est cette bienveillance envers soi qui permet d'amener la performance. Bah écoute, ce sera le mot de la fin, j'ai envie de dire. En tout cas, si vous avez des questions ou même des choses à partager, n'hésitez pas en fait à le faire pour le coup dans l'espace de commentaires. Merci encore pour le coup, Cécile, pour ton intervention. Donc je mettrai le lien de ton site pour les personnes qui pourraient être intéressées pour le coup par un accompagnement personnalisé en fait, comme toi tu peux le proposer. Comme tu l'as dit en début de vidéo, bien sûr, c'est pas forcément pour tout le monde parce qu'après il y a quand même un certain budget qui fait que voilà, pour avoir une personne qui vous accompagne sur je crois que toi c'est 6 mois si je dis pas de bêtises, c'est au moins 6 mois. Voilà, forcément ça a un coût parce que c'est vraiment au cas par cas, il faut creuser pour chaque personne, etc. Mais en tout cas voilà, pour ceux qui seraient dans cette phase-là, écoutez, n'hésitez pas. Je pense que ça peut être que bénéfique pour le coup, quoi. Merci beaucoup. Donc écoute, en tout cas merci encore de nouveau. Et puis nous, écoutez, on se retrouve pour une prochaine vidéo dans quelques jours pour le coup. Allez, je vous souhaite une bonne journée. Bye bye.